Bienvenue à chacune et à chacun. On va faire la présentation ce soir à trois voix. Euh, je suis Floyd Novak, donc je suis co-directeur et directeur pédagogique d'Ecologica. Je suis accompagné de Lucille Potvin, à qui je donnerai la parole dans quelques instants, qui est également co-directrice. Et puis par ailleurs, on aura Antoine qui est présent ce soir avec nous, qui nous proposera un témoignage étudiant un petit peu pour que vous ayez un petit peu plus de capacité à vous projeter au niveau des formations qu'on propose et au niveau de l'école en général d'ailleurs. Et puis bien sûr, vous aurez la possibilité de poser vos questions, mais on y reviendra. En tout cas, bienvenue à vous ce soir pour ces portes ouvertes virtuelles, hein. Bon, c'est toujours un peu moins sympathique que des portes ouvertes en présence où on peut quand même un peu plus se rencontrer, il y a un peu plus de langage corporel, de concret, de campus, de personnes diverses et variées à rencontrer. Néanmoins, on est très heureux de vous accueillir ce soir. Donc, je disais, moi, c'est Floyd Novak, donc je suis le directeur pédagogique de l'école. En l'occurrence, moi, initialement, je suis enseignant en écologie politique, donc forcément, la dimension pédagogique est importante pour moi. Je vous parlerai ce soir plutôt des aspects liés à la pédagogie, forcément, au programme en général, et puis également aux valeurs d'Ecologica. Lucille, je te laisse te présenter en quelques mots, puis Antoine, tu te présenteras plus tout à l'heure quand on te donnera la parole, si ça te va. Ah, le micro marche plus. Il aurait marché juste avant, c'est dommage. On a fait les tests. Hop, excusez-nous. Merci. Tu m'empêches de parler. Ouais, apparemment, je te baillonne. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Lucille Potvin, je suis co-directrice avec Floyd. Moi personnellement je suis plus en charge de la partie partenariat avec des structures employeuses, des structures type entreprises, associations, collectivités qui interviennent dans le programme, mais on en parlera un peu plus tard. Et je suis en charge de l'insertion professionnelle. Donc voilà, moi, j'ai un passé qui est beaucoup autour de la question des associations. J'ai travaillé pas mal dans les structures en tant que dirigeante, donc j'ai un regard peut-être un peu euh, professionnalisant, qui est la question du recrutement, la question des besoins des structures. C'est un petit peu mon créneau, donc je m'occuperai ce soir de toute cette partie qu'on vous fera découvrir. Merci beaucoup. Je rendrai la parole à Lucille tout à l'heure. Donc, voici notre programme ce soir. Je vous le disais tout à l'heure, hein, je vais d'abord vous parler des fondamentaux de l'école, des valeurs, un petit peu du pourquoi, du comment Ecologica. On évoquera ensemble également les formations, leur contenu, leur direction, et qui permettront aussi un peu mieux pour vous de comprendre quels sont les métiers qui sont corrélés, qu'on évoquera également ce soir un petit peu dans le troisième point, les débouchés. Ce sera Lucille qui vous en parlera. Elle vous parlera également de la question des candidatures. On laissera également la parole à Antoine, donc je le disais tout à l'heure, pour qu'il puisse un petit peu témoigner de ce que c'est qu'être étudiant à Ecologica. Et puis dans un dernier temps, bien sûr, on aura un échange. Bon, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, il n'y a aucun problème. On les verra, on y répondra, vous en faites pas. Le cas échéant, si vous souhaitez parler, on n'est pas hyper nombreux, hein, on est 20. Il est possible de vous donner la parole. C'est pas le but de vous bâillonner, hein, comme j'ai fait avec Lucille, mais néanmoins, de base, vous êtes invité plutôt à parler sur le chat si ça vous convient. Sans plus attendre, Ecologica, qui est donc supérieure de la transition résiliente, désirable et solidaire à Lyon. Quesaco, concrètement, il s'agit d'une école d'abord qui a été créée face à un constat d'abord d'une difficulté à avoir une cohérence d'un point de vue des compétences, des savoirs, de la vision du monde qu'on va pouvoir délivrer dans l'enseignement supérieur au regard des enjeux de transition écologique et sociale. Donc ça comprend les enjeux environnementaux, les enjeux de justice sociale, mais également les enjeux démocratiques. On a tendance un petit peu à les oublier, mais ils sont importants.
Et par ailleurs, un autre constat qui est celui que pourra largement vous faire aussi par ailleurs et nourrir Lucille tout à l'heure, qui est que les organisations de la transition, alors c'est beaucoup dans l'économie sociale et solidaire, c'est parfois des entreprises, des collectivités, mais aussi des associations, des ONG, ont de véritables difficultés de recrutement. Donc il y en a un baromètre chaque année qui sort et qui nous montre que plus de 70% des structures ont des difficultés de recrutement. Non pas parce qu'il n'y a pas de candidats, mais oui, non, c'est pas ça le sujet, c'est plutôt le fait que ces organisations ont du mal à trouver les personnes qui ont du coup les savoirs constitués, la vision du monde, des compétences en adéquation avec les modes d'organisation de ces entreprises, associations, collectivités. Mais on y reviendra tout à l'heure. Donc tout ça a motivé finalement la création d'une école vraiment dédiée à ces perspectives-là. Et c'est important d'avoir à l'esprit qu'Ecologica, c'est une école qui assume le fait que la transition écologique et sociale, ça ne peut être qu'un changement profond de modèle économique et politique. Donc nous, on n'a pas trop peur de dire qu'on est une école engagée, hein, ça c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est quelque chose aussi que viennent chercher aussi bien les partenaires entreprises, etc., que les étudiants et même les enseignants. Et c'est quelque chose qui est vraiment important chez nous. Par ailleurs, on a quand même une spécificité sur laquelle je reviendrai, qui est la question de la gouvernance qui est partagée au sein de l'école. En tout cas, aujourd'hui, on délivre à la fois des diplômes, on en a quatre aujourd'hui, on a un bac+3, un bac+3 en conduite de projet en faveur de la transition résiliente, désirable et solidaire, donc sur lequel je reviendrai, et puis on a trois masters différents qu'on présentera également tout à l'heure. Et puis par ailleurs, on propose, même si on développera assez peu ce soir, des formations professionnelles de 2 à 4 jours, mais j'aurais même envie de dire de 2 à 6 jours normalement, de 2 à 6 jours, qui sont du coup bien sûr certifiés Calliope, enfin l'ensemble de l'école est certifié Calliope. On aurait pu aussi le mettre pour les diplômes post-bac. Donc Calliope, c'est une certification qualité en fait, qualité de formation qu'on peut obtenir auprès de l'État en passant par un organisme. Voilà, et ces formations professionnelles, donc plus courtes, permettent d'aller acquérir des briques de compétences un peu précises qu'on va globalement retrouver dans nos diplômes par ailleurs, évidemment, sur tout un ensemble de sujets, les achats responsables, l'égalité femmes-hommes, questions de RSE, questions d'accompagnement au changement des organisations, transformation des organisations, etc., etc. Donc, je vous le disais juste avant, on a cette question philosophique qui est très importante pour nous. Ecologica, pour information, parce que c'est sur le visuel, donc je vais quand même en parler. C'est une référence, un clin d'œil, on va dire, à un philosophe qui s'appelle André Gorz, qui a écrit qui a publié un ouvrage à titre posthume en 2008 qui s'appelle Ecologica, qui du coup a été un philosophe qui s'est vraiment battu sur les questions écologiques pour lier ça effectivement à la nécessité d'un changement de modèle de société. Et donc pour nous, c'était une manière à la fois de lui rendre hommage, mais aussi d'assumer cette posture dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour plus de cohérence avec ça, notre gouvernance du coup est assez particulière. À ma connaissance, elle est unique en France puisqu'on s'inscrit complètement dans une gouvernance partagée comme on va retrouver dans l'économie sociale et solidaire, où les étudiants, les partenaires, les salariés et les enseignants se partagent les droits de vote dans les différentes instances de gouvernance. Et puis, je rajouterais à ça un troisième point vraiment extrêmement différenciant de l'école et qui est important, c'est le fait on fait en sorte qu'il n'y ait pas de deux cours qui se ressemblent au sein de l'école, sur le fond évidemment, mais sur la forme également. Pour ça, on est très largement aidé par le fait que nos enseignants sont dans la gouvernance, sont choisis, et je vais presque envie de dire triés sur le volet. On recrute jamais un enseignant sorti de nulle part, hein. On les connaît, les enseignants, on sait pourquoi ils sont là, on sait à quel moment ils doivent intervenir, et surtout un truc qui peut paraître bête, mais je vous assure que c'est quand même assez exceptionnel dans l'enseignement supérieur. Nos enseignants se parlent, se forment, échangent entre eux, et du coup vont pouvoir créer des contenus qui se répondent de manière intelligente. Et cet aspect pédagogique est un point vraiment important et qui a très largement animé les échanges durant le développement de l'école. Je vous en parlais à l'instant, on a une gouvernance qui est extrêmement particulière, qui peut impressionner quand on voit cette slide au premier regard, mais en fait qui est pas si compliqué que ça à comprendre. Vous avez ce qu'on appelle des collèges dans l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire un groupe de personnes, en l'occurrence les étudiants par exemple, c'est un collège,
qui vont obtenir des droits de vote. En l'occurrence, les étudiants, ils ont 25% des droits de vote, hein, vous pouvez le voir sur le graphique. Et ces différents collèges, du coup, vont prendre les décisions ensemble dans les différentes instances de gouvernance. Donc, l'Assemblée générale, bien sûr, vous connaissez peut-être au moins de nom cet intitulé, ça existe aussi bien dans les associations que les entreprises, mais également le conseil d'administration, le conseil social, le conseil pédagogique, qui sont autant d'instances qui ont des rôles hein, bien définis, que je ne vais pas spécialement développer, mais c'est important de le préciser, qui ont donc des pouvoirs spécifiques au sein de l'école. Et puis avec des groupes de travail aussi qui vont avoir lieu tout au long de l'année et qui vont prendre des micro-décisions au fur et à mesure de l'année, qui peuvent être sollicitées aussi bien par un collège que par un autre, par les salariés, les étudiants, les enseignants, etc. Et donc, ça veut dire que, bah, vous pouvez le voir, hein, les étudiants, ils ont autant de poids que les enseignants ou que les salariés, par exemple. Donc, évidemment, c'est pas juste un poids symbolique qu'on leur propose. Il y a une vraie forme de responsabilisation et une vraie forme de maturité professionnelle qui est permise par cette gouvernance. Parce qu'au-delà d'une cohérence du point de vue des valeurs que j'ai pu vous exprimer, c'est aussi une maturité professionnelle assez exceptionnelle qui est offerte aux étudiants en leur proposant de faire partie de cette prise de décision, de ces corps décisionnaires tout au long du cursus, avec évidemment la possibilité d'aller, en fonction de ses appétences et de ses envies, plus sur certains sujets que sur d'autres. Et puis avec aussi l'idée que la gouvernance, ça reste néanmoins quelque chose qui est entre guillemets optionnel, dans le sens où ça ne compte pas dans l'évaluation, hein, donc, dont je vous parlerai tout à l'heure des programmes. Néanmoins, jusqu'alors, on a toujours eu des étudiants qui étaient extrêmement preneur de cela et nous on le valorise de bien des manières. Euh, je rajouterais à cela toute la question de la vie étudiante, parce que cette gouvernance, évidemment, elle favorise une certaine proximité aussi, elle favorise aussi une résolution d'un certain nombre de problèmes. Je vous donne juste un exemple, mais on a un conseil social dans la gouvernance partagée, qui du coup va beaucoup travailler sur les questions de qualité de vie étudiante, que ce soit sur les questions de l'alimentation, du logement, du matériel informatique, de l'insertion professionnelle, etc. Donc c'est des sujets qu'on va étudier, travailler, j'ai quasiment envie de dire quotidiennement, en tout cas de manière permanente, périodiquement, à travers ce conseil social, les membres qui sont élus, et finalement, en fait, dans l'ADN de l'école, ça se retrouve en permanence. Donc, vous avez quelques exemples ici. Il y a un guide de la vie étudiante qui récap tout ce que fait l'école et tout ce qui existe sur le territoire aussi lyonnais ou français, plus globalement, au service des étudiants. Donc, nous, on se contente pas de mettre en avant ce qu'on fait, on dit aussi ce qui existe par ailleurs auprès des partenaires, auprès de l'État, auprès du rectorat, auprès du Crous, etc., etc., pour aussi accompagner les étudiants. Par ailleurs, alors je ne vais pas développer tout ce qu'il y a sur le campus, mais on a bien sûr une médiathèque, on a des abonnements à un certain nombre de médias, on a tout un ensemble d'événements qui sont organisés, notamment des rencontres inspirantes qui sont pas du tout pareilles dans le programme, mais qui font venir des personnalités qu'on trouve inspirantes évidemment, mais qui sont parfois assez connues, hein. On a Hervé Kempf par exemple, qui est rédacteur en chef de Reporter, qui est venu dans le passé. On a Catherine Larère, qui est un peu la spécialiste de l'écoféminisme en France, qui est venue également parler. Il y a plus récemment Dominique Bourg aussi, qui est un philosophe qui est quand même assez célèbre. Pour vous donner juste quelques exemples, mais vous pouvez retrouver l'historique de toute façon sur le site internet. Le campus, ça mérite quand même de le dire, est relativement neuf, hein, puisque tous les travaux ont été finis il y a 1 an et demi. Donc, on est aussi sur un lieu qui est quand même très, très agréable à vivre et tout à fait performant, je dirais comme ça. On rentre dans le champ des formations. N'hésitez pas à commencer, bien sûr, à poser vos questions si vous le souhaitez. Encore une fois, on les lira, même si on les relève pas tout de suite, ne vous en faites pas. Ça vous évite de les oublier si jamais vous avez peur. Sur l'aspect de la formation, vous avez 3 axes pédagogiques que vous pouvez retenir pour comprendre un petit peu les intentions pédagogiques que vous allez avoir au sein d'Ecologica. Dans un premier temps, ce qu'on appelle penser, comprendre le monde. Euh, Ce qu'on va proposer, nous, au sein de l'école, c'est quand même une perspective interdisciplinaire, c'est une perspective qu'on appelle systémique. On va mettre en relation les sujets, les enjeux les uns avec les autres, et par ailleurs, de s'appuyer sur des sciences de la matière et du vivant, sur des sciences humaines, d'une part et d'autre part, pour pouvoir se forger une vraie expertise sur les enjeux environnementaux, de justice sociale et démocratique. Et c'est quand même une des grosses spécificités pédagogiques de l'école. Par ailleurs, on va avoir un champ aussi d'enseignement sur les compétences qui sont évidemment extrêmement
importantes, des compétences pour certaines tout à fait spécifiques qui vont être liées au métier qu'on vous évoquera tout à l'heure, des compétences parfois qu'on va pas retrouver ailleurs parce que c'est lié au métier auquel on forme, mais également des compétences transversales qu'on va retrouver dans d'autres écoles. Mais on va pas tout à fait faire les choses de la même manière. Je vais vous donner juste deux exemples. Le management chez nous, c'est plus une posture pédagogique et horizontale qu'une posture hiérarchique. La communication, chez nous, c'est avant tout de la sobriété éditoriale. C'est avant tout le questionnement qu'on va poser avant de penser une stratégie de communication. Vous pourriez avoir des exemples un peu similaires sur le marketing ou sur les outils informatiques, par exemple, pour rester toujours sur les compétences transversales. Et puis, on va avoir aussi une dimension terrain qui va être très riche. Alors, comme partout ailleurs, vous allez avoir des stages, en master, vous allez avoir de l'alternance, mais vous allez avoir plus que ça. Vous allez avoir des expériences, des projets tout au long de l'année, que ce soit sur la première année post-bac ou sur la dernière année du master 2. Vous avez des projets tutorés, des commandes professionnelles qui sont à réaliser pour les partenaires. Ça prend différentes formes en fonction des années, évidemment, avec pas la même responsabilité, évidemment. Vous allez avoir du bénévolat dans les premières années aussi à accomplir. Mais vous allez aussi avoir quelque chose qui est extrêmement apprécié et ça fait aussi partie quand même de nos spécificités pédagogiques. Vous allez avoir les chantiers d'apprentissage qui vont avoir lieu tout au long de l'année pour la quasi-totalité de nos diplômes, enfin chaque semestre, pardon. Ces chantiers d'apprentissage, ils vont vous permettre, en tant qu'étudiant, de développer des liens très forts avec le terrain. On va évidemment pas former des personnes qui vont travailler dans le maraîchage, enfin c'est pas notre spécificité, mais par contre on a besoin que nos étudiants, à un moment ou à un autre, ils aient mis les mains dans la terre. Si demain ils veulent devenir chargés d'une mission professionnelle de l'alimentation, de la transition des territoires dans l'alimentation, c'est juste pour vous donner un exemple, hein. Et donc les chantiers d'apprentissage, c'est au choix des étudiants, c'est eux qui choisissent, mais ça va être d'aller sur un aspect terrain, de savoir faire un petit peu des choses avec ses mains, de faire une relation avec les savoirs, les compétences qu'on va développer au sein de l'école. Ça peut être du maraîchage, ça peut être de l'industrie, du textile, ça peut être de la cuisine sociale en lien avec les migrants, ça peut être du voyage itinérant à vélo. Enfin, c'est vraiment extrêmement varié. Et puis évidemment, l'offre, elle change continuellement. Et puis par ailleurs, les étudiants, tout au long de leur année, ils vont avoir des projets annuels à accomplir. En première année, pour vous donner un exemple, c'est la création d'un média. En quatrième année, c'est l'organisation d'une journée d'études. En cinquième année, c'est la gestion d'un fonds de dotation. Enfin, c'est assez varié pour vous donner juste quelques exemples. Sur cette slide, vous avez un petit peu un visuel à la fois du rythme des différentes années, des différents diplômes. Alors, pour les premières lignes, donc c'est le bac plus 3, hein, bien sûr. Et puis, vous aurez ensuite les masters. Alors, le premier, je vous ai dit qu'il y avait 4 diplômes au début, hein. C'est parce qu'en fait, le planification opérationnelle de la transition peut se faire en 1 an ou en 2 ans. Donc, ça compte un peu comme 2 diplômes différents quelque part, ce qu'on appelle le master sup. Dans tous les cas, vous avez possibilité de faire des stages à n'importe quelle année, hein, bien sûr, des stages courts ou longs, il n'y a aucun problème. À partir du moment où vous êtes étudiant au sein d'Ecologica, on vous met à disposition la possibilité d'avoir des conventions, ça c'est pas un souci. D'un point de vue pédagogique, c'est obligatoire d'avoir un stage en troisième année, et évidemment, c'est obligatoire de l'avoir également avec des stages plus longs en quatrième et en cinquième année. Il est possible pour le second master qui est présenté ici, manager de développement de projets transversaux, etc., de le faire sous le format alternance avec du coup le rythme qui est précisé ici même. Et puis pour rentrer un petit peu plus dans le détail, eh bien, alors je vais pas aller vous faire toute la lecture de la plaquette. Par ailleurs, vous êtes un certain nombre à l'avoir déjà puisque vous l'avez librement accessible sur le site web. Vous allez retrouver le programme ici même sur cette plaquette avec les contenus, le rythme, le prix, etc. Vous allez retrouver les piliers pédagogiques, hein, en fait, avec le code couleur que vous pouvez voir ici, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et puis, évidemment, bah, si on prend le bachelor, par exemple, vous allez avoir une montée en puissance petit à petit de l'aspect compétence terrain, au détriment, évidemment, de l'aspect penser, comprendre le monde, qui est plus important dans les premiers temps. Sur le master planification, ici, vous allez avoir finalement une perspective un peu plus large en termes de débouchés, en termes de compétences. Euh, mais Lucille pourra le présenter tout à l'heure par rapport au second master qui est un peu plus ancré management, coordo, chef de projet, etc.
Là aussi, vous avez du coup non pas des unités d'enseignement, puisqu'on est sur un bac plus 5, mais plutôt des blocs de compétences. Voilà, ça s'inscrit dans la dimension ministère du Travail, en fait, hein, tout simplement, et insertion professionnelle. Donc vous avez des blocs qui vont vous permettre de retrouver les piliers pédagogiques dans les différents enseignements que j'ai évoqués tout à l'heure, et puis des enseignements complémentaires qui du coup ne sont pas dans l'optique de la certification, mais qui sont des enseignements qu'on juge importants sur des savoirs ou des compétences essentielles, soit pour l'insertion professionnelle, soit pour pouvoir nourrir sa vision du monde, nourrir ses réflexions sur les sujets de transition écologique et sociale. Je pourrais aller dans les détails de plein de choses, n'hésitez pas à poser vos questions, bien sûr, mais j'essaie de ne pas être trop long, bien entendu. Et puis donc vous avez la même chose ici avec le second master, hein, donc comme je vous le disais, qui est un petit peu plus restrictif dans les débouchés. Celui-ci peut se faire en alternance. Dans le cas de l'alternance, évidemment, ça ne coûte rien. On parlera de la question tarifaire plus globalement tout à l'heure, hein, de toute façon. Donc vous avez des blocs qui sont un petit peu différents puisque effectivement on est un peu plus sur du management, mais on va quand même retrouver dans le bloc transversal de l'écologie politique, de l'écologie décoloniale. On va quand même retrouver des interrogations sur les questions de notre rapport à la technique, aux technologies. Enfin, vous inquiétez pas, on est quand même pleinement dans l'intention pédagogique qu'on a pu évoquer au préalable tout à l'heure notamment. Et puis on s'inscrit dans le cadre de ces trois diplômes. Du coup, je vais plutôt parler de trois pour pas créer de confusion. Complètement dans l'économie sociale et solidaire, et puis plus généralement dans des débouchés, y compris dans la RSE, hein, mais qui s'inscrivent dans la transition écologique et sociale. Pour terminer, je voudrais quand même dire un mot, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure, mais sur l'équipe pédagogique, parce que, enfin, je suis directeur pédagogique, donc j'ai quand même besoin d'en parler. C'est un peu une fierté collective pour nous, cette équipe pédagogique. Si je ne dis pas de bêtises, mais je suis presque sûr que c'est toujours le cas. On m'en a parlé tout à l'heure, donc a priori oui. Sur le site internet, vous avez toujours accès à une bonne partie, et peut-être même tous, pardon, les profils de nos enseignants. On a la chance d'avoir des enseignants qui sont, pour certains, des universitaires, des docteurs, hein, des chercheurs, pour d'autres, des élus, des techniciens, pour d'autres encore, des têtes de réseau, des directions, enfin des directeurs, directrices. Euh, donc des professionnels aguerris, on va dire, et surtout des spécialistes de leur sujet, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux et important. Et je pense que, enfin, moi, je le dis en toute tranquillité, c'est vraiment un des gros retours que nous font les étudiants, c'est les questions de la qualité des enseignements, et du coup, qui est corrélé à ce que je viens de dire, forcément. Euh, Peut-être que je terminerai simplement par ça. On essaie, je le disais au début, hein, d'avoir une approche pédagogique qui est différente sur la forme, sur le fond, dans l'engagement des enseignants notamment qui est le leur, mais également dans les modalités d'évaluation, d'avoir réussir à avoir des modalités d'évaluation qui sont variées, de pas hésiter à avoir des cours parfois qui sont pas toujours simplement en classe, qui sont pas simplement avec des formats de classe habituels. On essaie aussi de laisser la possibilité aux étudiants d'exprimer aussi leurs souhaits, leurs besoins, leurs désirs. Ils sont force de proposition, forcément dans la gouvernance étant partagée, ils s'en sentent, je pense globalement qu'on peut le dire, capables d'avoir la légitimité de faire ces propositions-là. Et ça, c'est quelque chose qui évidemment est important pour nous. Et puis dans le cadre un petit peu plus strict de la gouvernance pure et dure, on a un conseil pédagogique qui constamment va réfléchir à toutes les perspectives d'amélioration parce qu'il y en a toujours, heureusement, des programmes pédagogiques. Voilà, je crois que je termine là, c'est ça. Et donc, je rends la parole à Lucille. Merci pour votre écoute. Et encore une fois, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Par ailleurs, j'en profite pour vous dire que on met sur le chat, vous aurez aussi dans les slides tout à l'heure, un lien si vous souhaitez prendre rendez-vous, parce que ça peut être toujours assez utile. Alors les rendez-vous sont avec moi, hein, donc vous inquiétez pas, je suis pas un commercial. C'est toujours utile d'aller aussi un petit peu plus loin que la présentation qu'on vient de vous faire, d'échanger en direct, ça vous engage à rien. Sur vos questionnements par rapport à la suite dans la perspective de septembre prochain ou de septembre 2027 pour certaines et certains qui se projettent un peu plus loin. Je t'en prie, Lucille. En fait, le son s'enlève à chaque fois. Ok, désolé, il faut que je prenne le coup de Zoom. Hop, je te rends la parole. Merci. Alors, du coup, pour la question des débouchés, je
te laisse passer la slide. Pas la main non plus. Merci. Alors, bien évidemment, les débouchés vont pas forcément être les mêmes, que ce soit pour le bachelor ou le master, parce qu'il y a une différence de niveau. Mais globalement, l'idée, quand Ecologica a été créé, c'était de répondre à un besoin qui est remonté notamment des dirigeants des structures qui ont participé à la création d'Ecologica, puisque comme Fred l'a expliqué, c'est une co-création. Le besoin, en fait, il est venu de ces structures nous faisaient remonter une problématique qui est encore en place, hein, et qui est assez récurrente, c'est que aujourd'hui, c'est difficile pour ces structures qui ont des fonctionnements souvent un peu atypiques, avec des gouvernances euh, qui sortent de l'ordinaire, enfin qui sortent de ce qu'on a pu voir ces dernières décennies, le modèle classique de l'entreprise, qui ont des réalités des fois un peu aussi différentes, qui ont des engagements forts, un militantisme vraiment incarné dans leur ADN. Donc la difficulté, c'était de trouver des personnes, des collaborateurs et collaboratrices qui avaient non seulement la compréhension des enjeux environnementaux, des enjeux de cette société, la compréhension de de ce monde en fait qui nous entoure et qui est en plein mouvement et en plein changement, mais aussi les compétences professionnelles nécessaires et qui vont avec. Sachant qu'on parle de structures qui peuvent avoir des besoins très techniques, mais aussi une forme de grande polyvalence. Donc l'idée, ça a été vraiment de construire des programmes adaptés à ces besoins-là, ces besoins réels demandés par les structures. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui d'avoir des diplômes qui répondent à ces enjeux, qui vous enseignent la compréhension de ces enjeux, mais aussi qui vous apportent des connaissances pratiques, techniques, professionnalisantes. Donc, on a aujourd'hui recensé tout un ensemble de structures qui viennent de différents secteurs, qui ont ces besoins communs et pour lesquels nous avons créé des enseignements, des parcours d'enseignement qui répondent à leurs besoins. Donc, on vous a mis tout un ensemble de secteurs, donc tout ce qui est tiers-lieu, écolieu, ça va aussi de l'aménagement du territoire, l'éducation, la participation citoyenne, voilà, tout ce qui est aussi comment dire, les structures qui s'occupent de l'économie circulaire, par exemple. Donc, là, il y a vraiment, vraiment des besoins divers et variés dans des secteurs d'activité qui sont très larges, très polyvalents euh, et qui ont des besoins pour lesquels on essaye de répondre au maximum. Changer de slide. Merci. Pour de vous donner concrètement des intitulés métiers, parce que c'est vrai qu'on a besoin aussi de savoir concrètement pour quel type de poste, vers quel type de poste on cherche à s'orienter. Alors, comme l'a présenté Floyd, on a vraiment toujours trois volets en fonction un petit peu des options qui sont prises au niveau des enseignements. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même trois volets les métiers de la transition, donc plutôt orientés sur tout ce qui est monde associatif, avec des éducateurs et éducatrices de la citoyenneté, avec des chargés d'animation, des responsables pédagogiques, chargés de plaidoyer, même des chargés de communication qui sont vraiment spécialisés dans ces questions de transition écologique. Donc, ce sont des métiers en fait qui apparaissent, qui sont de plus en plus demandés et qui ont vraiment ce marqueur transition. On a les métiers d'expertise qu'on retrouve davantage dans enfin, je dirais dans des structures territoriales, beaucoup de collectivités notamment, où là, il va y avoir des besoins sur des thématiques particulières. Donc, on voit apparaître beaucoup de métiers, de besoins de métiers, de chargés de mission, avec des thématiques très particulières en fonction des services. Donc, ça peut être l'alimentation, ça peut être justement la démocratie, la citoyenneté, les déchets, l'énergie. On voit aussi des métiers qui se rapprochent beaucoup des élus, parce qu'on a aussi une volonté, il y a certains partis qui ont une volonté politique de se rapprocher des questions de transition et de stratégie territoriale. Donc là aussi, on cherche un petit peu à orienter vers ces métiers-là. Et bien sûr, responsable RSE,
tout en sachant que pour ceux qui connaissent la RSE, il y a un parti pris Ecologica de ne pas rester sur de la RSE telle qu'on la connaît depuis quelques années, mais plutôt une RSE plus réaliste et en accord avec cette transition de société. Et enfin, on a les métiers du management de l'économie sociale et solidaire qui s'orientent davantage vers les entreprises, les SIC, les SCOP, enfin, en tout cas tous ces modèles d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, avec les entrepreneurs, mais aussi tout ce qui est métier de chargé de développement, chargé de financement, chargé de partenariat. Et là, étant donné qu'on a un diplôme qui est vraiment dans le management, on peut aller vers aussi des métiers de manager, de chargé de projet, de directeur, de coordinateur de pôle, de coordinateur de région, coordinatrice bien sûr, et co-directeur et directrice. Donc l'idée c'est de répondre aux besoins de ces structures, mais à différents niveaux, par différentes compétences, en fonction bien sûr des enseignements, des appétences de chacun. L'avantage c'est que vous pouvez aussi construire votre avenir en fonction des thématiques qui vous plaisent pour pouvoir aller vers des métiers plus ou moins généralistes. Bien la slide suivante. Voilà. Alors, je vous parle de partenaires. On vous parle de partenaires depuis le début de cette présentation, des partenaires qui vont faire appel à nous pour des projets tutorés, pour des projets pendant les études, mais aussi des partenaires qui font partie de la gouvernance, avec qui on a des interactions, qui prennent des stagiaires, des alternants. Alors, depuis la création de l'école, c'est vu progressivement. Aujourd'hui, on recense à peu près 90 structures, des structures qui ne sont pas forcément toutes appliquées de la même manière, avec la même intensité. Forcément, elles ont leur propre réalité de structure, mais en tout cas, pour lesquelles on a comment dire, des liens assez proches, on les connaît tous très très bien. Et l'idée, c'est que ces structures, c'est qu'elles soient aussi bien du monde associatif, du monde des collectivités, du monde de l'entreprise. On a essayé vraiment d'avoir un panel de partenaires très variés sur des thématiques très différentes, que ce soit des têtes de réseau, des structures qui travaillent sur la question de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire, de la question de l'alimentation, la question du voyage. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de constituer un panel de partenaires très large, très varié, qui répondent à tous les enjeux pour lesquels nous avons une appétence. Et surtout, ces partenaires, c'est que le début encore. L'équipe travaille au quotidien pour développer ces partenariats, pour renforcer son ancrage dans ces réseaux, même si il faut reconnaître que beaucoup de nos enseignants et formateurs et formatrices font partie de ces structures-là et créent aussi un lien eux-mêmes avec l'école. Voilà. Alors, la grande question, je vois qu'il y a quelques questions il me semble avoir vu une question sur ce sujet-là, donc c'est le grand moment. Comment candidater? Alors, il faut savoir, c'est que les diplômes ont des tarifs différents. Donc, c'est un petit peu aussi la question, c'est les tarifs. Au niveau bachelor, on est à 6 600 € par an. Excusez-moi, j'ai ma fille juste à côté. Non, je travaille, va-t'en. Alors, du coup, excusez-moi, le bachelor est à 6 600 € l'année. Les masters planification opérationnelle de la transition est à 7 000 € par an sur 2 ans. Si vous souhaitez faire le master en un an, ce qu'on appelle le master sup, qui est plutôt adapté à des profils soit de reconversion, soit ayant déjà un niveau 7 et qui souhaitent une spécialité, il y a le master en un an à 7 500 €. Pour ce qui est du master manager du développement de projets transversaux et innovants de la transition écologique et de l'ESS, c'est le diplôme qui
je crois, répondre à la question, s'inscrit au RNCP, mais on reviendra sur ces questions-là pendant les questions et réponses. Il est à 7 000 € en initial, mais c'est celui que l'on propose en alternance. Donc, quand il est en version alternance, c'est l'entreprise qui vous paye vos frais de scolarité. Donc, il est forcément gratuit. Mais voilà, ces tarifs-là sont des tarifs qui peuvent assez impressionner, mais il faut savoir, c'est qu'à Ecologica, on est vraiment euh, enfin, on considère qu'il est vraiment très important que nous soyons accessibles à tous. Aussi, nous avons fait en sorte qu'on propose des frais de scolarité réduits en fonction des critères sociaux. Donc, il s'avère qu'il y a des tarifs en fonction de votre situation. Il peut y avoir une baisse de tarifs qui vont 4000, de 4500, 2000 à 1000 € en fonction de votre situation, mais je reviendrai là-dessus juste après, vous expliquer comment on peut vous le proposer. Alors, comment candidater? Aujourd'hui, vous avez la possibilité sur le site internet de l'école de vous déposer votre candidature. Alors, il y a un petit bouton Je candidate. Vous avez même un onglet avec toute une description comment candidater. Euh, je vous expliquerai juste après qu'est-ce qu'il y a à mettre dans ce dossier. Mais vous avez ensuite un examen du dossier, donc un jury qui va étudier votre demande, qui va pouvoir un peu examiner pourquoi vous candidatez, quelles sont vos motivations. À l'issue de cet examen du dossier, on vous propose un jury, vous propose un entretien et une épreuve écrite. Euh, alors, l'épreuve écrite, elle est, sauf erreur de ma part, uniquement pour le master en alternance. Euh, et vous avez un entretien qui est constitué d'un enseignant ou une enseignante et d'un salarié ou une salariée de l'école. Au cours de cet entretien qui dure à peu près 1 heure, l'idée c'est vraiment de discuter de vos motivations, de votre projet professionnel, de nous exposer un petit peu pourquoi vous voulez candidater, qu'est-ce que vous attendez de l'école. Un entretien très classique et une discussion souvent qui s'installe parce que l'idée c'est pas non plus de vous mettre en situation de stress ou de malaise, bien sûr. Euh, et enfin, si tout est OK de notre côté, on vous confirme votre admission et votre inscription avec la possibilité, bien sûr, de, comment dire, de remplir et de répondre ou à notre demande, hein, si vous le souhaitez. Si vous avez encore des questions à ce moment-là, c'est toujours le moment de les poser. Alors, dans le dossier de candidature, quand vous déposez votre dossier de candidature, vous allez devoir nous fournir tout un ensemble de documents, notamment une copie de votre dernier diplôme obtenu. Alors, si vous êtes en cours d'obtention, vous pouvez aussi nous envoyer un relevé de notes de l'année en cours, une copie de votre pièce d'identité, mais alors surtout, et n'oubliez pas, un document qui témoigne de votre motivation pour rejoindre l'école. Euh, alors, ça semble un petit peu flou, mais qu'est-ce que c'est ce document de motivation? Alors, ça peut être de manière très classique la lettre de motivation, mais ça peut être aussi une présentation, une vidéo, un audio. En fait, pour le coup, vous avez la possibilité de nous exposer votre motivation sous la forme de votre choix. Ça vous permet d'être assez libre en termes d'expression et de pouvoir aussi nous montrer par ce document votre personnalité et voilà, tout ce qui peut rendre votre candidature plus en phase avec vous et vos souhaits et vos projets. Et bien sûr, si vous souhaitez des frais de scolarité réduits, nous vous demandons dans ce dossier de joindre les 2 derniers avis d'imposition de votre foyer fiscal. Et si bien sûr vous n'êtes pas dans le même foyer fiscal que vos parents, vous pouvez y ajouter une lettre sur l'honneur, pardon, qui atteste que vos parents ne peuvent plus ou ne peuvent pas vous soutenir. Sachant que les candidatures, bien sûr, elles sont ouvertes à tous les parcours. On a des étudiants qui ont commencé des études dans des domaines
très variés, très différents. Nous n'avons pas d'attente particulière d'avoir fait un type de baccalauréat ou un type de BTS, de licence. On est quand même ouvert à tout type de parcours. Il n'y a pas de parcours rédhibitoire, il n'y a pas comment dire, de parcours euh, classique. On n'a pas d'attente spécifique. Au contraire, la diversité des profils des étudiants et les spécificités et les parcours par lesquels vous êtes passés rendent les choses souvent très intéressantes et la diversité est très, très agréable. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vais laisser la parole à Antoine, qui est un de nos étudiants, qui est notre étudiant depuis déjà 3 ans et qui va pouvoir vous donner un petit peu son avis sur l'école. Alors, je vais donner le son à Antoine dans un instant. Merci Lucille. Juste pour confirmer, hein, c'est l'épreuve écrite pour l'admission, elle est bien pour l'ensemble des masters. Et puis sur la question effectivement de la sélection des profils, etc. Je précise quand même tout de même que au-delà de la question de la motivation, de l'envie un petit peu de changer le monde, etc., qui est un point important. Euh, on est quand même assez prudent sur la qualité du dossier tout de même. On a un niveau de diplôme qui est pas négligeable et le but c'est pas de mettre qui que ce soit en difficulté en faisant une admission, y compris pour des dossiers qui seraient vraiment pas à la hauteur. Donc voilà, je tiens quand même à souligner que on a besoin quand même d'intégrer des personnes qui ont un dossier qui est quand même correct pour pouvoir être à l'aise. Et sur ce, je donne la parole à Antoine pour, on va dire, quelques minutes, 5 minutes de témoignage, et puis ensuite on prendra vos questions et on sera rapide, vous en faites pas. Merci Antoine. Normalement, tu as une petite notif, voilà, parfait. Merci Floyd. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout à fait, oui, parfait. Super. Donc moi je me présente, je m'appelle Antoine, j'ai commencé à Ecologica il y a 2 ans et demi maintenant, donc j'ai fait une passerelle pour répondre à une question qui a été posée dans le chat. A priori à l'école, comme ça a été dit, on accueille assez bien les différents profils, donc c'est rarement une difficulté. J'ai fait donc la dernière année de bachelor qui est quand même centré sur des questions assez théoriques. Et maintenant, je suis en master 2 donc le master qui est en initiale, planification opérationnelle de la transition écologique et plus spécifiquement dans la spécialisation politique publique et résilience des territoires. Moi, j'aimerais bosser autour des questions d'alimentation dans les collectivités territoriales et toutes ces choses-là. Pour revenir un peu sur ce qui a été dit, je peux quand même prendre le rôle d'étudiant que j'ai et venir confirmer pas mal de choses qui ont été dites, notamment sur l'engagement politique de l'école et son positionnement, qui se ressent au niveau du choix des enseignants et de la manière d'agir et de régler les problèmes et les partenaires aussi de l'école avec lesquels on interagit et chez lesquels on va faire toute cette partie terrain dont Floyd a parlé. Je vais revenir sur la partie de la gouvernance. C'est quelque chose qui est très prenant au sein de l'école, qui est très chronophage aussi, chose qui n'a pas été dite. Mais par contre, effectivement, c'est quelque chose qui nous permet vraiment de faire partie en fait de ce projet qui est Ecologica et de s'investir dedans et d'avoir une véritable relation en fait, que ce soit avec les enseignants ou l'administration dans la construction et la manière dont on reçoit les enseignements et dont on construit notre diplôme. Et du coup, j'en profite pour revenir aussi sur quelque chose que Lucille a dit, c'est que on est assez bien accompagné, notamment dans la manière dont on souhaite moduler notre diplôme, c'est-à-dire que on peut vachement orienter ce qu'on va développer et les thématiques qu'on va explorer au sein des différents enseignements qui vont nous être délivrés et du coup en fait vraiment se créer notre parcours au sein des parcours d'Ecologica qui bien qu'assez ciblés
reste relativement généraliste et ont pour but en fait d'amener vers des postes cadres. Et nous, on a cette liberté de repréciser un peu le tir vers les thématiques qui nous intéressent. Et, euh, et voilà pour moi, hein, je suis prêt à répondre à des questions s'il y en a. Et de la même manière, je me tiens disponible si après le séminaire, vous avez envie de poser d'autres questions. Mais Floyd, je te rends la parole. Ouais. Merci beaucoup, Antoine. Et tu restes avec nous si jamais il y a des questions de la part des participantes, des participants. Un témoignage, c'est toujours utile pour se rendre un peu plus compte effectivement de comment ça se passe. Mais en même temps, on veut pas non plus vous prendre trop de temps, surtout que il est déjà 18h45. On va donc répondre aux questions. Je vais les prendre dans l'ordre si ça vous convient. Euh, alors que j'ai la parole, je vais peut-être répondre à l'essentiel, mais c'est pas dans le but de monopoliser la parole. Bonjour, lesquels de vos diplômes s'inscrivent dans la validation RNCP? Donc effectivement, Lucille l'avait mentionné tout à l'heure. Alors, ça nécessite, au-delà du RNCP, à mon avis, de faire un topo global sur la question de la reconnaissance des diplômes, du langage qu'on utilise, parce que c'est un sujet, je trouve, qui est complexe. Je vais parler en toute transparence, hein. Moi, j'ai mis quand même plusieurs années à comprendre comment ça fonctionnait, à la fois en tant qu'enseignant, mais même ensuite en tant que cofondateur d'Ecologica. Et c'est sûr que quand on est étudiant, quand on est lycéen, encore pire, quand on est parent, c'est compliqué d'y voir clair là-dedans. En fait, il y a deux choses. Soit vous êtes effectivement reconnu, enfin non, pardon, soit vous êtes diplôme d'État, donc c'est un diplôme qui est directement délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est quasi essentiellement les diplômes universitaires, en fait, hein, pour être très concret. Néanmoins, c'est ça qu'on vise, nous, avec le Bac+3, aujourd'hui, le bachelor. Si on fait ce choix-là, on fait pas l'autre choix, qui est de dire qu'on va déposer un titre RNCP dessus. Par ailleurs, avoir un titre RNCP aujourd'hui sur le Bac+3, ça nécessiterait, en théorie, de s'engager à ce que nos étudiants ils finissent dans les métiers dans lesquels on s'engage dans le cadre du titre RNCP, et pas qu'ils aillent en master. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui vous disent oui, notre Bac+3 c'est un titre RNCP et nos Bac+5 aussi, mais en fait les titres quand on regarde, ils n'ont rien à voir. Bon, bah, normalement ça, l'État il veut pas trop le faire. Et si on est correct, on fait les choses correct, on fait les choses en intelligence. Donc pour aller un peu plus loin, nous on a une certification qui s'appelle Calliope que j'ai cité au préalable, qui est pas une certification obligatoire hein, pour la question de l'enseignement supérieur, et donc il y a une certification qualité avec des audits, avec des obligations qui sont très nombreuses. Alors c'est Lucie qui connaît mieux le sujet-là, moi il y en a une trentaine, un truc comme ça. Voilà. Et puis par ailleurs, on a ce qu'on appelle les crédits européens. Les crédits européens, c'est les crédits ECTS qui permettent des équivalences. Ça, c'est le rectorat qui nous le délivre. C'est-à-dire que chaque année, on a tout un compte rendu à faire, une validation des programmes à effectuer face au rectorat, etc., etc. En l'occurrence, nous, c'est l'Académie de Lyon, hein. Voilà. Et par contre, effectivement, côté master, on a un diplôme, donc c'est le second qui peut se faire en alternance. Sinon, si on peut faire une alternance, c'est qu'il y a un titre RNCP dessus, sur lequel il y a un titre RNCP. Et sur l'autre master, on est en train de déposer un titre RNCP. Ça prend du temps en fait, hein. C'est l'affaire de plusieurs années dans la vie d'une école. Là, on est plutôt sur le processus de fin, c'est-à-dire de préparation du titre. Et ça, bien sûr, c'est rétroactif. Ça veut dire que l'ensemble des étudiants qui ont suivi le parcours en bénéficient. Et c'est la même chose pour le diplôme d'État pour le bachelor. Maintenant, j'attire votre attention sur le fait que si ce qui vous intéresse, c'est la question de l'insertion professionnelle, il vaut mieux cibler des titres RNCP que des diplômes d'État, hein, parce que je vais le dire très franchement, les diplômes d'État, ça veut rien dire en termes d'insertion professionnelle. Et il faut faire attention à l'inverse sur les titres RNCP, parce qu'en vérité, ça ne garantit aucunement un niveau académique qui ne s'intéresse pas au programme. Et par ailleurs, ça garantit des métiers, c'est-à-dire des types de métiers très précis. Ils sont tous écrits dans les fiches métiers des titres. Mais du coup, ça ne garantit pas du tout une large palette en fait, hein. C'est des métiers extrêmement précis, donc c'est assez restrictif en fait d'un point de vue d'une carrière professionnelle de se cantonner, on va dire, à cette question du titre RNCP. C'est la raison pour laquelle nous, en fait, on cherche à déposer sur un titre ANCP qui est plus large que simplement un titre de management pour pouvoir avoir les débouchés qu'on a précisés tout à l'heure.
Et on a des stats qu'on peut vous fournir par ailleurs plus tard, hein, il n'y a aucun problème, sur la question de l'insertion professionnelle de nos étudiants, qui, à mon avis, est peut-être la meilleure manière de se rendre compte de cette question-là, plus que la question du titre. Ensuite, on a est-ce que le bachelor est faisable en alternance? Donc du coup, j'ai un peu répondu, mais non. Hein, on a fait ce choix, hein, c'est volontaire, hein, faut le savoir. En rapport avec ce que je viens de dire sur la question de, on voulait pas mettre un titre à NCP, on aurait pu le faire. Hein, sur la question du bac+3, c'est une question aussi qui a été débattue en gouvernance partagée. Donc c'est les étudiants aussi eux-mêmes, hein, qui ont fait ce choix-là par ailleurs. Euh, voilà. Et puis après, il y a la question de est-ce qu'on veut que tous les parcours soient en alternance? Est-ce que c'est vraiment souhaitable, notamment par rapport au niveau des enjeux qu'on a pu soulever tout à l'heure? Il y a quand même une vraie question du temps de cerveau disponible, hein, quand on est étudiant et qu'on est en même temps en alternance, qui fait que il faut prendre cette question sérieusement et en débattre collectivement. Et c'est ce qu'on a fait. Avez-vous des ingénieurs ou conseillers pédagogiques pour l'accompagnement de la communauté enseignante et étudiante? Alors, dans le cadre de la gouvernance partagée, il y a des animateurs, hein, c'est-à-dire qu'il y a un animateur du conseil pédagogique qui est un enseignant, qui effectivement est un pédagogue. On a un certain nombre d'enseignants globalement qui sont pleinement mobilisés au service de l'école dans cette perspective-là. Et puis, par ailleurs, on a une direction pédagogique qui est moi, hein, en fait, hein, qui a aussi ce rôle-là. Et on est une équipe de 5 salariés. Et dans les 5 salariés, on a une personne qui a la coordination pédagogique et qui a du coup aussi le rôle un petit peu plus, on va dire, de logistique d'un point de vue de la pédagogie, un peu plus du terrain, et qui va aussi m'épauler, nous épauler sur ces sujets-là. Pour postuler dans la formation master depuis une autre formation, par exemple un bachelor, y a-t-il des passerelles? Comment cela se déroule-t-il? Ça déjà, je pense, été évoqué par Lucille, hein, tout à l'heure. Mais du coup, oui, il y a pas de souci pour pouvoir faire une demande d'admission sur les différentes années du bac+3. Les passerelles existent. Évidemment, voilà, on a dit que tous les types de profils, tous les types de parcours étaient acceptables. Allez, pour quand même nuancer un petit peu, c'est sûr que si vous avez fait un BTS dans le bâtiment, il va falloir s'interroger sur la capacité à suivre un bac+3 dans notre discipline. Ce serait peut-être plus raisonnable de réfléchir plutôt à une intégration en deuxième année. Souvent, c'est ce qui se passe, hein, dans les milieux universitaires, par exemple. Quand vous voulez faire une intégration en troisième année, vous avez déjà un bac+2, mais le bac+2 n'a rien à voir avec le sujet. Souvent, on vous fait redescendre d'une année par ailleurs. Les fameux crédits FCTS, hein, dont je parlais tout à l'heure, qui servent à ça. Quels sont les débouchés après un bachelor? Alors, on a largement évoqué les débouchés, mais néanmoins, sur le bachelor, évidemment, ils seront un petit peu plus restrictifs que ceux qu'on a présentés, hein. Ça va quand même être beaucoup plus de la coordination, de la conduite de projet que du management. Ça va beaucoup plus être sur des rôles de consultants, d'expertise, néanmoins, parce que là, il y a quand même tout le bagage, hein, l'expertise environnementale, justice sociale, les rôles d'animation, les rôles de participation citoyenne, les métiers, pardon, de participation citoyenne qu'on va retrouver aussi. Donc, on va retrouver une partie des débouchés, hein, qu'on a cités au préalable, mais qui seront un petit peu plus, effectivement, un peu plus, pardon, restrictifs, puisqu'on n'aura pas toute la palette des compétences qu'on va acquérir en fait en ayant un master plutôt qu'un bac+3. C'est plus facile en sortant avec un bac+3 de trouver, on va dire, dans une TPE, PME, associatif, entreprise, que dans les collectivités, quoique sur un contrat sur les collectivités, ça peut toujours se négocier, mais c'est quand même plus compliqué sur les métiers qu'on vise précisément sur les collectivités. Tout simplement parce que il y a beaucoup plus la flexibilité et la polyvalence qu'on va retrouver dans les programmes d'écologica qui est attendu dans ce type de structure et qui du coup sont appréciés par ce type d'organisation. Mais on pourra en reparler avec plaisir plus tard pour aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut demander une bourse Crous ou autre avec le bachelor? Alors non, parce qu'il faut que ce soit un diplôme d'État. Donc en fait, ça va être essentiellement l'université, hein, les bourses Crous, à peu de choses près. Par contre, nous, on a un ensemble, une palette d'avantages qu'on donne aux étudiants. Et pour vous donner un exemple qui est en lien avec non pas les bourses, mais le logement Crous, c'est qu'on a un partenariat avec un bailleur social qui nous réserve des places. Donc, on peut en fait faire bénéficier des étudiants qui le demandent à un logement à 250 euros tout compris. Sur Lyon, c'est quand même assez intéressant. Et puis, il y a plein de choses sur l'alimentation, sur le matériel informatique, etc. Donc, c'est un gros travail qui est fait notamment par le conseil social.
Désolé, hein, j'enchaîne, mais comme ça vous permet de pas trop patienter, d'avoir toutes vos réponses. Bonjour, j'ai deux questions. À quel moment de l'année les étudiants trouvent généralement leur alternance? Alors, c'est extrêmement variable, mais je laisserai peut-être Lucille plus répondre si elle le souhaite là-dessus. Hop, Je vais pas couper mon son cette fois-ci, comme ça je pourrai intervenir quand je veux. Alors, à quel moment les étudiants trouvent généralement leur alternance? Bah, ça dépend de beaucoup de choses. Déjà, ça dépend à quel moment vous commencez à chercher. Parce que on a des étudiants et des étudiantes qui ont commencé à chercher dès janvier. Et du coup qui se donnent, bah, forcément quand on commence très tôt, on voit plus d'offres tomber parce que les premières offres d'alternance, bah, elles arrivent en ce moment. Moi j'ai envie de vous dire, commencez le plus tôt possible, commencez maintenant parce que ça, les chances elles sont plus fortes quand on commence tôt, on voit plus d'offres tomber parce qu'en général à partir de mai, il y a beaucoup, alors pas toutes, hein, beaucoup de structures qui ont déjà fait leur offre, qui ont déjà fait les candidatures, qui ont déjà fait l'entretien et qui potentiellement ont déjà trouvé leur alternant ou alternante. Ça ne veut pas dire que c'est terminé au mois de mai, c'est pas du tout ce que je dis. On a des étudiants et étudiantes qui ont trouvé des alternances, pardon, au mois d'octobre. C'est très variable. Il y en a qui les trouvent premier trimestre de l'année et d'autres qui les trouvent au troisième trimestre de l'année. Euh, Il n'y a pas de temporalité parfaite. Ça dépend des structures, ça dépend de leur anticipation, de leur budget, de leur visibilité dans leur budget. On a des structures qui, en fait, font leur offre à partir de septembre parce qu'ils attendent la fin de l'année pour voir s'ils ont le budget sur l'année suivante. Et notamment, je pense beaucoup aux structures type association qui ont leurs subventions qui tombent en fin d'année, ou en tout cas la réponse aux subventions pour l'année suivante qui tombe en fin d'année. Donc, il y a des entreprises qui se rendent compte aussi en fin d'année que ils ont besoin pour un projet d'avoir un alternant, une alternante. Il n'y a pas vraiment de moment précis. Par contre, pour la deuxième question, que se passe-t-il quand un étudiant ou une étudiante ne trouve pas d'alternance? Ben, on propose de passer en initiale. L'initiale, c'est de continuer sur le même rythme que tous les autres en alternance, mais par contre, ça nécessite pour valider son année de faire un stage. Pour le coup, on a un ou deux étudiants et étudiantes qui sont dans ce cas-là cette année, qui n'ont eu aucune difficulté à trouver un stage pour valider leur année malgré l'échec de ne pas trouver d'alternance. Alors pour le coup, ces personnes-là, si ça peut vous donner une idée, les personnes qui sont un peu restées sur la touche, souvent c'est des personnes qui vont chercher tard, qui se sont inscrites tard et qui ont commencé leur recherche pendant l'été, voire après l'été. Donc voilà, moi je conseille vraiment d'y aller très fort dès maintenant. On a même des étudiants et étudiantes qui ont trouvé leur alternance avant d'être pris à l'école. Pour le coup, ça c'est possible, hein. Il y a des structures qui sont pas très regardantes sur quelle école. Alors pour le coup, j'ai envie de vous dire, dans notre cas, ça serait un peu surprenant parce que les spécificités de l'école sont plutôt recherchées par les structures. Mais en tout cas, vous pouvez commencer à chercher une alternance en même temps que vous postulez à Écologica. merci beaucoup. Et pour compléter, globalement, les personnes qui ont soit moins de 26 ans, soit qui cherchent en avance, oui, ils trouvent. Voilà, il y a pas de secret, hein. Voilà, c'est pas plus, en tout cas, si la question c'est celle-ci, c'est pas plus compliqué de te trouver dans notre cursus transition ESS qu'ailleurs, hein. Voire même, je pense que par rapport à d'autres secteurs, c'est même peut-être plus simple. Euh, Vu le titre RNCP en question, en tout cas. Et du coup, programme pédagogique. Et que se passe-t-il si un étudiant ne trouve pas l'alternance? Bah, il a le choix, en fait. Soit il passe en initial, soit il arrête le programme. Les deux sont possibles. On a jusqu'à 3 mois après le début de la formation pour trouver une alternance. Quelles sont les compétences professionnelles enseignées pendant le bachelor? Bah alors, je le disais tout à l'heure, vous avez la plaquette qui est sur le site. Vous avez du coup un code couleur, c'est jaune de mémoire pour les compétences. Vous pouvez voir quand même pas mal de choses qui sont signifiées. Globalement, on va avoir des choses dans la stratégie de communication, on va avoir des choses, bah, bien sûr dans la conduite de projet. J'aurais dû commencer par là. Du coup, c'est toutes les techniques
de management de projet qu'on va retrouver. Il va y avoir beaucoup de choses sur les modèles économiques, sur les territoires, parce que dans le SS, la notion de territoire elle est extrêmement importante puisqu'on est sur des structures qui visent du coup à un objet social d'intérêt général, hein, la plupart du temps. Euh, et puis, vous allez avoir aussi des choses autour des choses assez transversales autour de l'intelligence collective, autour du management d'équipe, de la recherche de financement, etc., etc. Mais encore une fois, vous pourrez retrouver tous les éléments sur la plaquette directement, et du coup qui sont corrélés forcément au métier aussi qu'on a pu développer tout à l'heure. Si le bachelor n'est pas RNCP, peut-on poursuivre un master universitaire? Ben, j'ai envie de vous répondre oui ou non. Mais j'ai envie de vous dire que si le bachelor était RNCP, je vous répondrais pareil. Ça n'a aucun rapport. En fait, faut bien saisir que le RNCP, ce n'est pas un diplôme d'État. Donc, en fait, le milieu universitaire, on en a rien à faire que vous ayez un titre niveau 6. En fait, si vous voulez, les écoles, elles vous disent, oui, c'est un niveau bac+3, ce qui est vrai. En fait, c'est avant tout un diplôme d'école, qu'il soit RNCP ou pas. Ça, c'est un titre professionnel. Ça n'a rien à voir avec un niveau d'études. Donc, à partir de là, oui, dans le sens où oui, il y a des masters universitaires qui vous accepteront et d'autres qui vous diront, bah non, il vaut mieux que vous refassiez une troisième année d'une licence avant pour pouvoir venir dans notre discipline. Ça dépendra en fait de manière arbitraire de la personne qui traitera votre dossier, mais que vous sortiez pardon d'Ecologica, de l'ISE, de l'IET, de 3A, de tout ce que vous voulez, de n'importe quelle école de commerce ou d'ingénieur, ils vous diront la même chose en fait. Ça dépend vraiment à la fois de la discipline et à la fois du personne qui traite votre dossier. Euh, je, Peut-être je... préciser, il y a quand même les crédits ECTS. Oui, bien sûr. Nous, on Voilà, les c'est ça, oui. valide au rectorat. Donc, les crédits, vous les avez, donc vous pouvez postuler. Après, comme disait Floyd, ça dépend en fait de ça correspond pour eux en termes de compétences pour pouvoir atteindre ou ne pas être complètement hors sol par rapport à la discipline enseignée dans le master. Mais voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est que c'est vrai que c'est un marasme à comprendre quand on n'est pas du tout du milieu, mais c'est vraiment très très complexe pour pas grand-chose. On est les premiers à être agacés de ça, mais du coup voilà, en tout cas à dispo pour répondre à d'autres questions sur le sujet. Je comprends parfaitement que ça soit un peu flou. Antoine parlait de la possibilité de moduler les cours pour chaque élève, mais à quel point cela est-il possible? Alors c'est vrai que je l'ai pas évoqué. En fait, vous avez en tant qu'étudiant des cours d'ouverture professionnelle. Et ça, du coup, j'aurais pu l'évoquer aussi auprès de vous, Madame Poilevé, euh, qui sont un peu à la carte. En fait, chaque semestre, les cours changent et les étudiants vont aller piocher en fonction de leur projet professionnel les compétences qui les intéressent. Donc, ça va être aussi bien, je vous donne quelques exemples qu'on a pu faire récemment sur la question du handicap, du droit à l'environnement, de la transition et de la rénovation énergétique, de la condition animale. Enfin, vous voyez, c'est très, très varié et vous allez avoir une offre. Alors, plus il y a d'étudiants, plus il y a d'offres, forcément, mais qui peut être de quatre cours, de 6 cours, de 8 cours en fonction des semestres. Et les étudiants vont aller choisir 2 cours à chaque semestre qui les intéressent. Enfin, ça dépend des niveaux, mais globalement 2 cours qui les intéressent. Et donc tout ça, bah, effectivement, c'est à la carte. L'aspect terrain aussi, chantier d'apprentissage, pardon, projet tutoré, bénévolat, tout ça, c'est à la carte aussi. Donc oui, il y a pas mal de choses qui sont modulables. Je dirais quand même globalement plus que moi ce que j'ai pu voir ailleurs, hein. J'ai bossé dans une quinzaine d'écoles en tant qu'enseignant dans le passé. Mais avec évidemment un aspect aussi, enfin qu'on essaie de limiter, de raisonner, parce que le but c'est que tout soit pas à la carte, hein. Il y a quand même des métiers derrière et donc des compétences absolument indispensables à acquérir. Pouvez-vous nous partager les taux d'insertion après un bachelor, après les masters? Alors sur le bachelor, non. Sur le bachelor, je pourrais pas parce que la quasi-totalité de nos étudiants jusque-là sont soit partis en master, soit en année sabbatique. Donc je pourrais pas vous dire. Il y en a, hein, il y en a effectivement deux, trois qui ont trouvé un emploi, mais déjà on a plus d'étudiants en master qu'en bachelor, et puis l'école elle est relativement jeune, hein, donc à partir du moment où il faut attendre qu'une promo soit sortie, ça prend du temps. Disons qu'on n'est pas inquiet sur le fait que les métiers visés soient obtenus, mais néanmoins, un taux d'insertion n'aurait pas trop de sens actuellement sur le bachelor. Et sur le master, on va publier nos chiffres prochainement, parce que comme je le disais,
déposer le titre RNCP sur le premier master, et puis on a déjà les taux d'insertion sur le second master sur le titre RNCP, ils existent déjà, hein. Si vous cliquez sur alors c'est un peu compliqué pour moi de me connecter en même temps que de partager le diaporama, mais si vous vous connectez sur le site internet d'Ecologica, vous allez en programme et formation. Si vous allez dans l'onglet master euh, transition écologique ESS, manager de projets transversaux et innovants, vous verrez, il y a la fiche France Compétences, et dans la fiche France Compétences, il y a obligatoirement les taux d'insertion. Et de toute façon, si c'est renouvelé par France Compétences, c'est que les taux d'insertion sont bons, hein. Donc, pas trop d'inquiétude là-dessus. Il y a à la fois le taux d'insertion dans les métiers visés et le taux d'insertion global. Nous, on se rapproche de ces taux-là, qui sont à peu près les mêmes, hein, sur notre master, sur lesquels on dépose le titre RNCP. C'est-à-dire qu'on va être autour des 70%, quoi, globalement, sachant que, pareil, hein, là, ça fait l'école, elle est relativement jeune aussi, donc finalement que très peu de promos encore qui sont sortis. Euh, Y a-t-il possibilité de consulter le PowerPoint après la réunion? Eh bien, écoutez, je me tourne vers oui, là, c'est possible. Donc, on vous l'enverra par mail, je suppose. C'est ça. Donc, on vous le transmettra. Ah bah oui, je vois qu'elle a eu la réponse de Floyd Novak, mais qui n'est pas moi en fait. Comme ça, vous êtes au courant. Je vois qu'ensuite tout le monde commence à partir, donc je vous en profite pour vous souhaiter une bonne soirée Alors, il si y a vous une dernière filez. Et je vois question. qu'il y a une dernière question, t'en fais pas, je réponds. Le bachelier est-il reconnu à l'international si on veut faire un master universitaire dans un autre pays? En fait, les crédits ECTS, c'est les crédits européens. Donc, la question de l'équivalence dont on parlait tout à l'heure, c'est la même chose pour la dimension Union européenne. Après, sur la dimension plus au-delà de l'Union européenne, bah ça, il n'y a pas vraiment à part les classements internationaux des grandes écoles, si vous voulez. Mais évidemment, on n'est pas dedans et c'est pas l'objectif. Euh, euh, Vous n'aurez pas de moment en fait. Après, les crédits ECTS sont très appréciés globalement à l'international parce que c'est un système de classification, de reconnaissance, d'équivalence qui est assez exemplaire dans la dimension internationale dans l'enseignement supérieur. Donc globalement, généralement, ils sont valorisés. Après, aux États-Unis, par exemple, je saurais pas vous dire, hein, j'en sais rien à quoi ça. Si aux États-Unis globalement, on arrive à aller s'insérer dans une université états-unienne grâce à ça. Voilà. Mais en tout cas, sur la dimension universitaire, la réponse que j'ai fait tout à l'heure pour un master universitaire dans l'Union européenne, c'est exactement la même qu'en France, puisque en fait c'est la même chose, c'est les crédits européens qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis après, sur la question des collaborations, il est tout à fait possible évidemment de faire un stage, une alternance à l'international. Enfin, un stage c'est plus facile qu'une alternance compte tenu du rythme de l'alternance évidemment. Ça, il n'y a aucun problème. Et puis, bah, nous, on travaille aussi sur des collaborations universitaires en France et en Europe qui sont pour certaines débutées, pour d'autres en cours de développement, on va dire. On travaille beaucoup notamment avec la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, qui lance un parcours académique donc à destination du milieu universitaire. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, nous on va intervenir auprès de la Sorbonne, de HEC, de Sciences Po Paris et de beaucoup d'autres grandes écoles françaises comme école exemplaire en fait sur les questions de transition écologique et sociale. C'est limite dommage que j'ai pas pensé à le dire avant, mais voilà, donc c'est une forme de reconnaissance, certes, qui n'est pas diplôme d'État, mais qui est bien quelque part interpellant pour le milieu universitaire dans sa globalité. Merci à vous, Ludmila. N'hésitez pas bien sûr, si vous souhaitez la continuité des échanges, à du coup vous inscrire enfin vous inscrire, pardon, compléter le formulaire si vous souhaitez prendre rendez-vous. Et puis, bah, écoutez, on reste à votre disposition si vous avez des dernières questions dans les prochains. Et effectivement, j'ai oublié, pardon, excusez-moi, de mettre les prochains événements, parce qu'on a les portes ouvertes le samedi 17 en présence à Lyon. Euh, euh, qu'il est possible de s'inscrire du coup directement sur notre site internet. Donc c'est à 10h30 le samedi 17 janvier. Puis on a le salon d'étudiants ce week-end, effectivement. Vendredi, samedi, dimanche, si vous souhaitez nous rencontrer à Lyon toujours. Et puis donc, oui, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, n'hésitez pas également si vous prenez rendez-vous, il est possible aussi de vivre une immersion, hein, si vous souhaitez voir un peu comment ça se passe en cours. Avant de candidater ou en parallèle d'un processus de candidature, bah, c'est tout à fait possible, hein, il n'y a aucun problème pour venir manger avec les étudiants par ailleurs. C'est aussi une bonne manière de se rendre compte. Voilà pour nous. On reste à disposition s'il y a d'autres questions. Et puis en tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup pour votre Pareil. présence. Merci.